On est capable de faire Pointe-aux-Trembles au centre-ville en 25 minutes. Il n'y a aucun autre moyen pour faire ça. Pour choisir le mode de transport, on fait un certain nombre de simulations dans lesquelles on superpose les réseaux existants. Le réseau d'autobus, le réseau de métro, les autos, le transport actif, les pistes cyclables, et on rajoute par-dessus notre nouveau réseau. Et avec différentes vitesses et différentes fréquences, on est capable de voir quel est le meilleur mode, le plus adapté à la situation. Pour un système de transport en commun, il y a 3 modes d'intégration possibles. Surélevé, au sol ou souterrain. L'option de métro léger, c'est la conséquence d'une succession d'études très détaillées qui nous permettent de choisir le meilleur mode à la fin. Ce qu'on veut offrir à l'usager, c'est la certitude d'un service sans tracas. Avec un système de métro léger, on évite tous les enjeux qui sont liés au trafic, la congestion routière, la météo, les intersections. Pour s'assurer de répondre aux besoins dans le futur, on peut miser d'abord sur la technologie. Dans le cas du REM de l'Est, on est dans un métro automatisé. Donc, ça nous permet, si la demande augmente, d'ajouter des voitures de métro pour augmenter la fréquence. L'autre chose aussi, c'est qu'en étant sur une structure aérienne, eh bien, on a la possibilité de rajouter des stations dans le futur s'il y a des développements qui se concrétisent. Le REM de l'Est vient s'ajouter à la première phase en construction du REM. Et au final, nous aurons ajouté à peu près 100 km de nouveaux réseaux à Montréal. Additionnés aux réseaux existants de métro et de bus vont permettre d'offrir à la population des possibilités de déplacement et d'accès à un réseau vaste qui couvre l'ensemble de Montréal. Bonjour, bienvenue à ce webinaire sur la mobilité. On s'excuse pour les petits pépins techniques. Nous sommes en mode hybride aujourd'hui, donc on a eu quelques petites minutes de retard. Mon nom est Christian Belair, je suis président et cofondateur de Credo, une firme conseil en stratégie d'impact social et environnemental. Dans le cadre de notre pratique, on aborde souvent les enjeux de notre temps, que sont l'urgence climatique, les inéquités sociales, et la mobilité est une thématique récurrente quant à ces enjeux. Donc aujourd'hui, c'est un plaisir d'animer ce webinaire et d'être en présence d'experts, d'expertes d'ici et d'ailleurs. Je vous présenterai un petit peu plus tard quelles sont ces personnes qui m'accompagnent. L'objectif de ce webinaire aujourd'hui est d'aborder la mobilité sous toutes ses coutures, de vulgariser certains contenus existants et surtout de répondre à vos questions. Certaines personnes, lors de leur inscription, ont soumis des questions, d'autres pourront les soumettre dans le cadre de ce webinaire. On essaiera bien évidemment de répondre à l'ensemble de ces questions et viendront alimenter nos réflexions. Quelques petites considérations techniques. Donc, aujourd'hui, on essaiera évidemment de répondre à toutes ces questions. Les questions dont on ne pourra traiter seront répondues par la suite sur le site de CDPQ Infra. Les questions qui sont de nature plus technique ou à l'extérieur du thème abordé aujourd'hui, pour celles-ci, nous vous invitons à revoir les séances d'information ou les webinaires précédents qui se retrouvent sur le site cdpqinfra.com/monrem. Donc, sans plus tarder, je vous présenterai nos intervenantes, nos intervenants qui sont issus du milieu universitaire, de CDPQ Infra et de l'international. Et donc, je commencerai par Mme Catherine Morancy. Donc, Catherine Morancy, qui est titulaire de la chaire Mobilité Polytechnique Montréal et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la mobilité des personnes. Bonjour, Catherine. Bonjour. Nous sommes aussi accompagnés de Jean-Jacques Laporte, directeur grand projet, Tisséo Ingénierie, directeur d'opération, la 3e ligne de métro de Toulouse. Bonjour, Jean-Jacques. Bonjour. Et Denis Endlauer, qui est directeur principal stratégie de transport CDPQ Infra. Bonjour, Denis. Bonjour, Christian. Bonjour tout le monde. Merci. Donc, on a convenu de s'appeler par nos prénoms pour rendre la discussion, évidemment, plus cordiale. D'entrée de jeu, je vais commencer avec une question. On va briser la glace avec vous, Catherine. J'ai parlé brièvement en introduction d'urgence climatique et on sent un petit peu partout sur la planète une volonté des villes actuellement de déployer des réseaux de transport collectif et actif. Et j'aimerais vous entendre sur
qu'est-ce qui fait un bon réseau de transport collectif et actif? Comment on s'assure de bien répondre aux besoins des citoyennes et des citoyens? Donc, première question pour vous. Oui, merci. C'est une grosse question. Je dirais, vous sentez peut-être l'urgence. Moi, je la sens encore plus, mais je ne suis pas convaincue que les municipalités la sentent autant qu'il le faudrait ou que tous nos paliers de gouvernement ne le sentent autant qu'il le faudrait. Fait que je me permets de dire ça en démarrant. Je dirais que la question de ce qui rend un bon réseau, c'est vraiment... j'ai souvent des critères. Là. Je vais dire les critères selon CM. CM, c'est moi-même. Je le mets au site. Je veux dire qu'il faut que ce soit inclusif. Ça veut dire qu'il faut qu'on considère tous les segments de population. Il faut qu'on tienne compte de tous les besoins de mobilité. Il faut qu'on mette en avant les impacts collectifs avant les bénéfices individuels. Il faut que ces réseaux nous permettent d'atteindre l'ensemble de nos cibles collectives. Et là-dedans, je mets équité, santé, sécurité, etc. Et évidemment, il faut qu'on tienne compte des impacts économiques, à la fois sur la santé financière des ménages et sur, évidemment, notre santé collective financière. Donc, je trouve qu'à la question des réseaux de transport en commun, évidemment, on a besoin, on a pris quand même un retard au niveau de l'offre de transport en commun à travers le temps. Et là, il y a urgence qu'on travaille à développer des réseaux qui nous permettent de réduire notre dépendance collective à l'automobile. Il faut que nos réseaux contribuent à créer des quartiers où les gens peuvent vivre sans devoir posséder un ou plusieurs véhicules. Et ça, c'est vraiment important. C'est jamais inscrit suffisamment dans nos cibles, cette réduction de la dépendance à l'automobile. J'aimerais ça vous entendre plus précisément justement sur la réduction de la dépendance à l'automobile ou à l'auto solo. Oui. Donc, qu'est-ce qui fait effectivement que ces solutions de transport collectif et actif vont être utilisées par les citoyens, qu'on va vraiment migrer d'un mode de transport à un autre? Il y a plusieurs, on parle souvent de la compétitivité. Ce n'est pas seulement le temps de déplacement, c'est la compétitivité d'une alternative par rapport aux autres. Mais de façon générale, on a beaucoup travaillé à instrumenter nos déplacements à domicile-travail, nos déplacements à domicile, je dirais, lieu d'études, qui sont les déplacements souvent structurants. Je dirais que la pandémie nous questionne quand même parce qu'on avait des bonnes parts modales déjà pour des corridors vers les lieux principaux d'emploi, mais on comprend que c'est pas parce que quelqu'un prend le transport en commun pour aller travailler qu'il ne va pas dépendre de l'auto pour l'ensemble de ses autres déplacements. Donc, les réseaux qu'on construit ne peuvent pas être seulement des réseaux axés sur les déplacements pendulaires. Il faut créer des milieux de vie où il y a des gens qui ont un accès privilégié à des services qui vont être fréquents et de grande amplitude. Ça veut dire que ça doit répondre à l'ensemble des besoins. Il faut que je puisse faire autre chose qu'aller travailler. Et la pandémie, quand même, amène son lot de défis pour la prévision de la demande de transport, là, parce qu'on ne sait pas exactement le retour va être fait de quoi, mais ça rend encore plus l'important de faire en sorte que nos réseaux de transport en commun soutiennent l'ensemble des besoins de mobilité. Il faut qu'on puisse répondre à l'ensemble de nos besoins, pas seulement aller travailler, aller à l'étude, aux études. Effectivement, puis je prends la balle au bon pour vous interpeller, Jean-Jacques, sur ça. Vous êtes à la tête de ce projet de 3e ligne à Toulouse. On sait que c'est déjà une ville où il y a effectivement beaucoup de modes de transport. On parle de métro léger, de tramway, de bus. Donc, comment on s'assure d'avoir une certaine harmonisation avec les modes de transport existants, mais aussi de tenir compte des besoins actuels des citoyens et futurs? Alors, aujourd'hui, Toulouse a un réseau relativement développé en termes de transport. Comme vous l'avez dit, on utilise en fait tous les moyens en fonction de l'identification que l'on peut faire. Le choix, je reviendrai sur le choix qui a été fait sur la 3e ligne, hein, puisque là, on aurait pu amener d'autres réponses en termes de transport qui auraient pu être des lignes peut-être moins structurantes au niveau de la ville. Mais un des points importants, c'est l'analyse du territoire. On voit bien la dépendance à la voiture, et il faut aussi comprendre pourquoi les gens utilisent la voiture pour bien appréhender Donc, dans l'étude que nous on a faite au tout début, c'est de bien identifier les points forts et les points faibles qu'on avait au niveau de la ville, pour savoir si on est parti sur un système qui était plutôt un système, j'allais dire, très en réseau avec des petits modes de transport, ou si on faisait un axe plutôt lourd. Et le choix s'est porté sur un axe lourd parce que c'est quelque chose qui va aider à structurer d'une part la ville, et puis qui va, j'allais dire, réunir plusieurs espaces de vie à partir du moment où on a des zones très industrielles, on a des zones qui sont aujourd'hui des faubourgs qui sont en train de se densifier naturellement, on a des zones qui sont plutôt des lieux de vie en dehors des heures de travail. Donc, on a cherché à avoir une ligne qui puisse rassembler ces éléments-là, puisque les mentalités évoluent.
Aujourd'hui, on le voit dans la consommation du transport, les gens ils n'utilisent plus le transport que pour faire le domicile-travail. Mais ça reste quand même une dominante forte. Mais on voit, quand on regarde la fréquentation des transports, c'est qu'on a plus les pics comme on avait à une certaine époque, où le matin, pendant 1 heure de temps, tout le monde était en train d'utiliser les transports ou son véhicule pour aller au travail. Aujourd'hui, tout ça, c'est en train de s'étaler dans le temps. Et on retrouve en fait une consommation qui est beaucoup plus j'allais dire régulière dans le temps, et donc la capacité qu'on doit offrir au niveau du transport doit permettre de répondre à ces attentes. Donc derrière ce besoin-là, le choix, au moins à Toulouse, il s'est porté sur un réseau lourd, mais un réseau lourd qui connecte d'une part les pôles d'emploi, deuxièmement les différents sites de multimodalité, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus opposer un mode à un autre. Effectivement, il faut sortir les gens de la voiture, mais si on prend l'utilisation de la voiture avec l'utilisation du transport, on se rend compte que, en fonction du besoin, il faut utiliser tel ou tel moyen. Donc en fait, il faut arriver à harmoniser l'ensemble des moyens, et c'est ça qui rendra, je dirais, aussi le transport public pertinent, à partir du moment où on le connecte avec les autres modes de transport, que ce soit des modes de transport, j'allais dire nationaux, les aéroports, les gares, que ce soit des parkings relais pour pouvoir venir avec la voiture, et puis le reste du réseau. Donc on a fait un choix de développer une ligne qui est très maillée avec le reste du réseau. Et puis de là, s'en est déduit en fait la capacité et le besoin de transport, c'est que si on se projette, et ce qui est relativement important dans le cas de Toulouse, c'est qu'on a une croissance où on accueille de l'ordre de 20 000 nouveaux habitants par an sur la métropole de Toulouse. Donc on a un taux de croissance qui est phénoménal, et là ça nous oblige aussi à dire il faut qu'on définisse cette stratégie structurante comme l'ont été à une époque les routes. À une époque, quand on a fait des routes, les gens ils allaient habiter à côté des voies rapides parce que la voiture était devenue un outil. Là aujourd'hui, on veut essayer de reprendre de l'avance, et pas être toujours en retard avec les transports, mais prendre de l'avance en disant on va définir un axe structurant, et les gens ils vont venir autour de cet axe-là, en plus d'avoir déjà un certain nombre de centres d'intérêt qui existent. Donc on a, au niveau du trajet, on va retrouver ces différentes séquences qui sont des séquences industrielles, des séquences de vie et des séquences d'habitation, et on va chercher à avoir un développement le plus harmonieux possible entre le transport urbain et l'utilisation qu'en font les gens, en leur offrant ce maillage, parce qu'aujourd'hui, on voit bien les gens ils consomment le transport aussi différemment. Ils n'ont pas un itinéraire qu'ils utilisent en permanence. Ils passent d'un mode à l'autre. Voilà. Merci Jean-Jacques. J'aimerais ça entendre Denis sur ce sujet-là, suite à ce que vous venez d'élaborer. Comment ces aspects-là influencent un projet comme le REM de l'Est dans l'objectif de rendre ce projet-là attractif pour les citoyens et citoyennes? Mais c'est intéressant, Christian, d'écouter ce que dit Jean-Jacques dans un contexte très différent de Montréal. On est à Toulouse, là, ici, on est à Montréal. Mais les besoins, en fait, identifiés sont les mêmes. C'est un besoin de maillage, c'est un besoin de trouver les solutions pour que les gens sortent de leur voiture et il y a une vraie alternative. Et la vraie alternative, et Catherine en parlait, je trouve, de manière éloquente, il faut que ce soit une vraie alternative. C'est-à-dire, je ne me pose pas de questions, je vais avoir un transport sans tracas. Je vais l'avoir à n'importe quelle heure du jour, n'importe quelle journée de la semaine, la fin de semaine aussi. C'est tous ces enjeux-là, tous ces éléments-là qu'on essaye de prendre en compte pour que ce qu'on offre, ce soit une vraie réponse à ce que les gens ont besoin. Et tantôt, j'entendais Jean-Jacques parler d'opposition dans les modes de transport. Catherine, je vous ai vu hocher la tête. J'aimerais ça vous entendre sur cette opposition, parce qu'on la sent encore aujourd'hui, surtout, évidemment, avec l'auto solo. Oui, je hochais la tête, je bouge beaucoup. Mais la question de multimodalité et intermodalité, c'est central. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup. Faut offrir plusieurs alternatives dans un réseau et plusieurs alternatives sur l'ensemble des réseaux. Et la voiture va toujours être là. Je pense que c'est le mode de possession privée auquel il faut réfléchir puis qu'il faut questionner. On ne devrait pas être obligé de posséder plusieurs véhicules pour répondre, pour combler l'ensemble de ses besoins. Et là, il faut s'attaquer effectivement à la cohérence de l'ensemble des offres, mais en même temps, je prône aussi la diversité. C'est-à-dire, si je veux me déplacer entre deux points, parfois, je vais préférer, je ne sais pas, y aller en vélo partage, en autopartage, peu importe le mode que je choisis, je dois avoir plusieurs choix. Il y a une forte hétérogénéité des préférences dans la population. Il n'y a pas tout le monde qui a les mêmes préférences. Et ça, il faut en tenir compte quand on fait la conception de réseau. Et la conception doit se faire de façon intégrée pour l'ensemble des modes.
Effectivement. Puis Jean-Jacques, vous parliez aussi du développement du territoire. Dans l'Est de Montréal, c'est un enjeu important aussi. Donc, comment on tient en compte ces aspects de mobilité et de développement du territoire, les aspirations de certains quartiers, les besoins des citoyens? Donc, comment dans des projets comme celui du REM de l'Est, tout ça s'orchestre? Peut-être Denis, pour commencer. Mais en réalité, c'est un espèce de cercle vertueux. On a dans l'Est de Montréal des territoires qui sont déstructurés, des anciennes friches industrielles, pétrochimiques. Il y a des poches d'emploi, il y a des poches d'habitation, mais tout ça est très déstructuré. Et amener un réseau structurant vient structurer, le mot le dit là, vient structurer autour une nouvelle mobilité, des nouveaux besoins en attractivité, mais aussi des nouvelles possibilités pour les gens qui habitent là d'aller ailleurs. Et l'idée qu'on a derrière le REM de l'Est, c'est d'aller se connecter vers tous les autres réseaux. À chaque occasion qu'on a tout le long du trajet, on se connecte, soit avec le métro, soit avec un SRB, soit avec la gare centrale où on retrouve les trains de Via Rail, les trains d'Exo, ou le REM. Donc ça vient offrir, dans un sens comme dans l'autre, une mobilité nouvelle qui crée un cercle vertueux. On améliore la mobilité, donc on va améliorer la structuration de l'espace et de la ville. Et inversement, cette nouvelle structure va améliorer la mobilité de manière générale. Donc c'est réellement l'intention, c'est un cercle vertueux. Et ces solutions de mobilité qui littéralement traversent des quartiers à Toulouse, et j'imagine que c'était effectivement le cas. Donc, comment on intègre les besoins des citoyens dans ces réflexions quand vient le temps justement de faire les tracés ou de réfléchir justement aux meilleurs modes qui vont être privilégiés à ce moment-là? Alors là, je veux dire, les métropoles, elles ont aujourd'hui une expansion relativement importante et le modèle de Toulouse était un peu particulier puisqu'en fait cette expansion-là, elle s'est surtout fait sur l'étalement. Et on arrive en fait à la limite du système parce que l'étalement c'est bien, ça permet d'avoir sa maison avec son grand jardin. Mais petit à petit, cet étalement, il arrive très très loin et aujourd'hui en fait les gens sont en train de revenir par rapport à ce modèle-là. Et aujourd'hui, les gens, ils aspirent à revenir en ville parce qu'ils ont aussi une autre qualité de vie. Donc, il faut être capable de développer la ville en même temps que le transport et de répondre aux aspirations des gens, puisque les gens, ils cherchent, entre guillemets, globalement une qualité de service. Donc, si on est capable de leur offrir cette qualité de service, ils viendront naturellement soit vers le transport, soit vers le centre urbain. Donc, aujourd'hui, dans le centre de Toulouse, même si on n'a pas de grandes friches industrielles, on a quand même des zones qui sont en complète réhabilitation. Et on a, j'allais dire, en même temps qu'on a le plan de développement des transports sur Toulouse et le développement de cette ligne, on a des équipes de la métropole chez nous qui sont en charge du développement urbain, qui travaillent à nos côtés pour mener en même temps une évolution du transport et une évolution de l'urbanisme, même si les échelles de temps ne sont pas les mêmes. Parce que faire évoluer un territoire, ça se fait encore moins vite, j'allais dire, que créer une ligne de transport, même si on trouve que c'est souvent assez long. Mais en fait, il faut en définir et en partager ces grands axes et ces grandes réflexions avec les habitants, parce qu'on ne pourra pas le faire contre les habitants. Il faut le faire avec les habitants. Donc, on rentre dans énormément d'échanges, de dialogues, et on progresse pas à pas sur ces sujets-là. Et depuis le début du projet chez nous, qui a commencé en 2014-2015, on a tous les ans une séance de rencontre avec les riverains. Alors quand je dis une séance, c'est plusieurs réunions, mais c'est une séquence où on va traiter une thématique donnée pour bien écouter la population et être capable d'amener des réponses par rapport à leurs préoccupations sur ce qu'on appelle chez nous la densification ou l'intensification qui fait peur à certains. Or, aujourd'hui, il suffit qu'on leur montre du doigt ce qui se passe dans la ville. C'est-à-dire qu'on leur demande, soit on veut l'organiser au travers de la métropole, soit en fait ça s'organise tout seul. Les promoteurs, ils sont en train de prendre la place et de développer de l'urbanisation. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de l'organiser comparé à des promoteurs qui, eux, en fait, sont plutôt, j'allais dire, sur des opportunités et on est en train de développer une ville, mais sans organisation. Donc, on essaye d'amener une structure, aussi bien avec le transport qu'avec l'urbanisation. Mais tout ça, ça se discute et ça se compose avec le citoyen en tous les jours. Mais tout ça avec un objectif quand même d'amener de la qualité dans ce que l'on produit, parce que c'est là que les gens s'y retrouveront. Si le service qu'on leur propose est de qualité, forcément ils y adhéreront.
On a fait une phase de concertation la dernière lors de ce qu'on appelait un débat public, puisqu'en France, on est obligé, à partir du moment où on fait appel à des subventions de l'État sur des montants relativement importants, on a obligation de faire un débat public. On a 72% des gens qui ont dit qu'ils étaient favorables au projet de métro. C'est pour nous, c'est une vraie victoire, parce que bien souvent, quand on fait ces débats, dans les salles de réunion, on a des gens qui sont plutôt les opposants qui viennent j'allais dire, amener leurs revendications. Dans ce débat-là, on a été devant les gens, on a été voir les gens, et après les gens se sont exprimés sur un système de vote complètement indépendant, et on a eu 72% de gens qui ont manifesté en faveur du projet métro. Donc pour nous, c'est une vraie victoire. Les gens, ils ont compris l'intérêt, et l'intérêt d'un métro, je pense que vous allez en parler sûrement un petit peu plus tard, et d'un métro automatique, c'est qu'il offre une qualité de service en termes de régularité, en termes de plage horaire qui est incomparable à tout autre mode. Ça ne veut pas dire que c'est le seul mode qu'il faut utiliser, parce que les besoins ne sont pas tous les mêmes. Mais il a quand même cet avantage-là par rapport à beaucoup de modes. Mais sur cette question précise-là du mode automatique, Denis, j'aimerais vous entendre, parce que c'est effectivement, semblerait un mode plus sécuritaire, un mode qui est au fond plus communément accepté. La réalité du métro automatique apporte une flexibilité qu'on ne connaissait pas dans les modes de conduite manuels. Pourquoi? Parce que les systèmes électroniques d'aujourd'hui sont capables d'offrir des fréquences de passage qui sont très élevées. On parle de RAM qui passe toutes les 90 secondes. On peut changer cette fréquence-là au besoin. Chaque jour, ça peut être différent. Les fréquences peuvent être élevées aux heures de pointe. C'est pour répondre traditionnellement aux besoins des gens qui font le domicile-travail ou domicile-école. Mais comme le mentionnait Catherine tout à l'heure, il y a aussi d'autres besoins. Je vais prendre l'exemple, quand on va gagner la Coupe Stanley, il va y avoir du monde là. Ce ne sera pas nécessairement à l'heure de pointe. Donc avec un système automatique, on est capable d'offrir un service d'une minute à l'autre en faisant sortir des trains, des ateliers. Ils sortent tout seuls, ils se promènent tout seuls. Et donc cette flexibilité-là, cette adaptation de l'offre à la demande, elle crée ce qu'on cherche à faire. C'est chercher à faire un système sans tracas. Tu en as besoin, il est là. Ça, c'est la grande force du système automatique. Jean-Jacques a raison aussi, ce n'est pas une seule réponse à tous les besoins. La question de la quantité de gens qui veulent se déplacer joue aussi là-dedans par rapport au nombre de voitures, par rapport à la capacité des trains ou des autobus, quand c'est un système pour autobus. J'aime toujours prendre l'exemple d'une famille, une famille de 4. Ils ont besoin d'une voiture pour 4 personnes. Ils n'ont pas besoin d'un autobus de 40 personnes. Mais une association qui veut se déplacer, elle ne va pas avoir une voiture de 4, ils vont prendre un autobus. Donc, c'est vraiment d'ajuster le mode de transport aux besoins. En fonction des besoins. Il y a une question qui nous vient du public quant à notre maturité collective pour effectivement reconnaître certains gains associés à certains modes de transport versus le fait peut-être de contraindre certains modes de transport. On parle entre autres au niveau des véhicules moteurs. Catherine, j'aimerais vous entendre sur cette maturité collective quant à reconnaître les gains ou à être prêt à même contraindre certains modes. Vous parliez tantôt aussi au niveau des villes. Là, on parlait que les villes sont de plus en plus sensibles à ces questions. Vous sembliez dire oui, mais peut-être pas encore assez. Donc, j'aimerais vous entendre sur cette maturité, où on en est quant à nos réflexions, justement, sur la mobilité. Je pense qu'on peut regarder le type de décisions qui sont prises actuellement, puis on a notre réponse. Là. On finance quand même encore l'acquisition de véhicules privés, nonobstant leur source énergétique. Là. Je pense qu'il y a quand même une hiérarchie. On regarde la politique de mobilité durable. Là-dedans, on va avoir des stratégies de réduction, transfert et amélioration, et nos décisions devraient être en ce sens. On devrait d'abord insister sur les décisions, sur les stratégies qui vont nous permettre de réduire la quantité de véhicules, réduire les kilomètres motorisés avec des véhicules privés. Ça, c'est fondamental. Réduire les litres d'essence qu'on consomme. On n'est pas du tout dans cet axe-là. Donc, je pense qu'on a quand même du travail à faire, là. Je pense que l'urgence climatique va peut-être nous éveiller un jour. Bon, en tout cas, ce serait sans doute le temps qu'on se réveille plus rapidement. Je pense qu'on fait des bons pas quand on investit dans les modes actifs. Il y a aussi une hiérarchie des modes. Les modes actifs, c'est ce qui nous permet aussi d'accéder à nos réseaux de transport en commun. C'est pas juste pour faire le déplacement du point A au point B. Oui, quand on peut, mais ça augmente les bassins d'attraction de nos gros réseaux de transport en commun dans lesquels on investit et pour lesquels il y a de la capacité et il y a de la fréquence et il y a de la grande amplitude. Et ça, il faut travailler. Et ces modes-là ne doivent pas être vus comme
étant minoritaires et de deuxième classe, ce sont les modes principaux. Il faut que ce soit confortable, efficace aussi. Il faut que ce soit efficace de marcher, faire du vélo, là. Oui, sécuritaire, mais il faut aussi que ce soit efficace. Les gens ont le droit d'être pressés à pied, à vélo, en transport en commun, là. On a souvent cette impression que c'est un sacrifice de faire ça, mais pas du tout. C'est un investissement pour la collectivité. Là, je sens que je m'emballe. Non. Mais je trouve que dans mes livres de 1990, c'était déjà ça. Fait que ça devient déprimant de voir qu'on avait déjà ces discussions-là. Mais oui, je pense qu'on n'avance pas suffisamment rapidement. Et on va avoir beaucoup de travail à faire. Et la notion de contrainte à l'automobile, moi, je pense qu'il faut parler de réduire l'indépendance à l'automobile. Il y en a plusieurs formes de dépendance. Il faut affranchir les ménages de la nécessité de posséder plusieurs véhicules déjà. Et ça ne veut pas dire qu'on ne se déplacera plus en automobile. Peut-être qu'on va avoir des véhicules partagés. Déjà, on ferait des grands gains en termes de nombre de voitures qui sont là. Il faut vraiment voir ça comme étant un objectif de réduction d'abord pour les bénéfices de tous. Denis voulait réagir. Mais en réaction à ce que tu dis, Catherine, par rapport au transport actif, c'est complètement... Je pense que dès qu'on choisit de transport collectif, son corollaire, c'est le transport actif. On dit toujours, c'est quoi la problématique du first and last mile? Comment on fait pour se rendre à la station? Comment on fait pour se rendre de la station à la destination? L'idée, c'est que les stations deviennent des lieux de vie où on peut facilement se rendre en trottinette, en vélo, à pied, que le transport, que l'accessibilité universelle soit au cœur du développement de la station. Si tu fais ça, si on crée cette accessibilité universelle, elle devient universelle pour tous, pas juste pour les gens à mobilité réduite. Universelle, ça veut dire que tout le monde va avoir cette facilité, y compris les gens en vélo, y compris les gens en poussette. Et c'est réellement, c'est une source, en termes de santé publique, c'est vraiment la première source de bénéfices collectifs, là, de pouvoir marcher un petit peu. Quand on prend le transport collectif, c'est la première satisfaction, c'est de voir la santé s'améliorer. On parle beaucoup des modes de transport. Il y a une question qui vient de nous parvenir quant au métro léger et au tramway moderne sur rue, et donc au rapport qualité pour la société. Je serais curieux de vous entendre sur, effectivement, ces deux modes quand on les compare. Alors, c'est deux modes qui se comparent difficilement. Hein. Le tramway a une vitesse commerciale relativement basse parce que le tramway s'insère dans les rues urbaines avec l'interaction avec les piétons, avec les autres véhicules routiers, à moins qu'on vide la rue au complet et qu'on ferme toutes les rues perpendiculaires, ce qui peut poser des enjeux quand on ferme les rues perpendiculaires. Ceci dit, la vraie question, c'est qu'est-ce que je dois choisir comme mode pour répondre à la demande? Ça ne sert à rien d'imaginer un métro lourd de type STM, qui a 9 voitures, qui est capable de déplacer 40 000 personnes à l'heure dans un secteur où on a besoin d'en déplacer 5, 10, 15, 20 000. Donc il faut vraiment ajuster. Puis le rapport, on va dire, qualité-prix, là, il doit d'abord se faire entre c'est quoi la demande, c'est quoi ce que je suis capable de faire pour répondre à la demande, et à partir de là, c'est quoi les options qui s'offrent à moi. Alors dans ce cas-là, quand on arrive à un sweet spot, là, au meilleur compromis, le métro léger est une bonne formule, oui. Ouais. Un peu l'exemple que vous donniez avec le véhicule familial, l'autobus pour l'association. Exactement. Un petit peu plus tôt. Catherine, j'aimerais vous réentendre. Quand on a commencé tantôt, on parlait des projets dans les villes. Vous mentionniez rapidement quelques critères à succès pour des projets, pour qu'ils soient attractifs, entre autres. Est-ce que vous pourriez énumérer un peu sur ces critères qui sont pour vous les plus importants lorsqu'on parle d'un projet de mobilité? Oui, je vais reformuler ce que j'ai dit. Je trouvais que la question d'inclusivité était souvent négligée et les morceaux de la courbe démographique qu'on néglige de façon abondante, ce sont les enfants et les personnes âgées et en parallèle, les personnes qui ont différents types de limitations. Donc, tout ce qui est le bassin des populations vulnérables. Quand on conçoit des systèmes, on devrait s'assurer que c'est efficace, confortable, sécuritaire. Pour ces segments-là, on inclut effectivement tout le monde. Donc, la notion d'inclusivité, elle est fondamentale. Et souvent, dans les projets, on va entendre beaucoup de choses se dire, mais ce ne sont pas nécessairement des groupes qui se mobilisent facilement. Donc là, il y a un enjeu au niveau de la représentativité des commentaires ou des réactions qui sont entendues au niveau des projets qui sont proposés. Cette notion d'inclusivité, il faut y travailler parce que les projets, mais j'ai beaucoup aimé le commentaire de Jean-Jacques, on les fait, ce sont des projets qu'on se donne comme collectivité. Quand on le fait pas, on n'impose pas des projets, il faut que ce soit pour le bénéfice de tous. Il faut savoir qui va en bénéficier, qui va subir les conséquences négatives, parce qu'il y en aura. Il faut qu'on attribue des valeurs économiques aux externalités quand on fait le bilan d'un projet. Ça, c'est vraiment essentiel que ça soit
inclus dans l'ensemble des projets. Donc, pour moi, la notion d'inclusivité doit être là. La notion de l'ensemble des besoins de déplacement, je pense que c'est clair. Si on ancre nos projets autour de la réduction de la dépendance à l'automobile, on comprend qu'on vient d'élargir les besoins de mobilité auxquels on veut répondre. Il y a cette question de faire passer les impacts collectifs avant les bénéfices individuels. Je pense qu'on a du travail à faire sur cette question-là, parce qu'il y a beaucoup je dirais, on travaille beaucoup sur l'anecdote ou sur les impressions. Mais il faut se sortir de ça et avoir une vue beaucoup plus systémique. Il y a la question de travailler à la réduction des coûts de transport pour les ménages. C'est un des objectifs de notre politique. Et là, il faut se questionner quand on voit certains projets, est-ce que ça va contribuer à réduire les coûts de transport pour les ménages? La première chose à faire, c'est réduire la dépendance à l'auto pour faire ça. Et là, j'oublie mon dernier. La cohérence, parce que j'en parle sans doute trop souvent, là. Mais la cohérence avec les autres cibles. On a d'autres objectifs. Vision zéro. Santé publique, les modes actifs, effectivement. Quelqu'un qui prend le transport en commun va faire à peu près le tiers du niveau d'activité physique recommandé quotidiennement. Puis il y en a qui font 100% d'activité physique juste en allant prendre le transport en commun. Donc, il faut considérer nos autres cibles et voir si ces stratégies-là passent le test de l'ensemble des cibles. Et Denis, sur ça, j'aimerais vous entendre. Dans un projet, effectivement, comme le REM de l'Est, comment on fait l'arbitrage entre tous ces critères dont vient de mentionner Catherine? En réalité, ils sont tous très importants. Si on les prend en silo, on n'est pas capable de faire d'arbitrage. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer de maximiser chacun d'entre eux. Il faut maximiser le bénéfice pour la santé publique, il faut maximiser le bénéfice pour les temps de déplacement, il faut maximiser le bénéfice pour le transport actif, il faut maximiser... En réalité, il faut essayer de les maximiser tous. C'est très difficile de faire ça, là. Et en réalité, c'est la raison pour laquelle, et Jean-Jacques en parlait tout à l'heure, toutes ces consultations qui sont faites avec le milieu, c'est aussi pour nous alimenter là-dessus. Là. Puis on mène actuellement des consultations publiques, secteur par secteur, pour entendre un peu ce qui est dit par les gens, pour qu'on entende c'est quoi les attentes, c'est quoi les besoins, c'est quoi les préoccupations, parce que chacun a les siennes. Et j'aime bien quand Catherine dit il faut faire un projet au bénéfice du plus grand nombre. C'est difficile de faire quand chacun a sa vision individuelle de la situation. Mais je pense qu'en écoutant, en étant à l'écoute et en étant très, très capable de capter un peu quelles sont les attentes, on peut chercher à maximiser. Je pense que c'est l'objectif. C'est un espèce de 360 degrés pour maximiser le projet. Et Jean-Jacques, vous, sur Toulouse, il y a effectivement eu énormément de consultations. Je crois qu'il y en a toujours sur le projet. Donc, quels sont vos apprentissages, effectivement, de ces consultations? Comment ça vient, justement, faciliter ou non votre travail à un certain point? Alors, les consultations, c'est que on a beau faire beaucoup d'études, on ne connaît pas le territoire aussi bien que les riverains ou que les habitants qui viennent nous rencontrer. Donc, et eux, ils ont des choses à nous apprendre sur la façon dont fonctionne chaque quartier. Donc ça c'est un élément important et qu'il faut être à même d'écouter, puisque c'est eux qui au quotidien vivent au quartier et peuvent exprimer les difficultés qu'ils rencontrent, et parce qu'on est là pour, j'allais dire, amener de l'évolution, mais amener de l'évolution en essayant d'enlever aussi des problématiques qu'ils ont au niveau du quartier. Donc ça c'est un premier point qui est important. Après, le second point qui est aussi important, c'est que il faut pas qu'on fasse un projet d'ingénieur, c'est-à-dire faire de la technique pour faire de la technique. En fait, et c'est des fois le défaut qu'on pourrait avoir, nous, bureau d'études ou maîtrise d'ouvrage, c'est on est là pour que ça soit utilisé. Je reviens encore sur ce mot de la qualité de service. C'est quoi les attentes basiques des gens? On va pas faire on utilise des fois des mots assez barbares dans les transports, mais pour les gens, c'est quoi le transport? Ça signifie quoi? Et je prends des expressions très simples. On a la chance d'avoir déjà 2 lignes de métro automatique, et les gens, quand on est capable de leur offrir sur une journée, par exemple autour du 14 juillet, qui est la fête nationale en France, de dire on ferme pas le métro pendant 48 heures. Les gens ils sont enchantés, c'est-à-dire qu'ils ont plus cette contrainte-là, et ils peuvent utiliser le transport, ils ont plus la problématique. En plus, comme c'est un moment plutôt de fête, et bien ils peuvent l'utiliser des fois pour aller à plusieurs endroits différents. On est entre guillemets, on est à essayer d'offrir cette qualité de service et répondre à des attentes. En fait, l'attente
quand les gens, le jour de 14 juillet, si tout le monde devait se déplacer en voiture, ça serait pire qu'un jour normal pour aller au travail. Alors que là, on leur offre la possibilité d'étaler leurs déplacements sur la journée. Les transports 24 heures, c'est des choses auxquelles les gens aspirent en fait. Après, on est aussi maintenant sur des systèmes de transport qui sont relativement modernes. On a maintenant systématiquement la 4 ou la 5G dans les transports. Donc les gens, ils utilisent leur temps de transport de façon différente. Ils sont plus là à attendre ou à lire leur journal. Ils sont tous là en train de tapoter sur leur smartphone. Ils consomment le transport différemment. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est leur permettre de pas se poser la question quand ils viennent chercher le transport. C'est en fait, ils y arrivent. C'est presque comme si j'allais chercher ma voiture. Quand j'en ai besoin, je l'ai. Et le transport, c'est ça qu'il faut qu'on leur offre, dans des conditions de confort satisfaisantes et avec la notion de maillage, c'est de pouvoir aller partout. C'est bien cette qualité-là qu'il faut qu'on soit capable d'amener à, j'allais dire, à l'ensemble des riverains et à l'ensemble de la population qui vient sur la ville de Toulouse. C'est bien ça qu'on recherche au travers de notre projet et pas d'en faire qu'un projet d'ingénieur, quoi. Merci, Jean-Jacques. Catherine, j'aimerais ça vous entendre sur justement cette consommation des différents modes de transport. Vous avez ouvert la porte tantôt à parler de la pandémie aussi qui va changer la façon dont on va consommer les différents modes de transport. J'aimerais ça, on n'a pas une boule de cristal toutes et tous ici, mais j'aimerais ça quand même vous entendre sur qu'est-ce que vous anticipez comme changement au niveau des comportements, des modes de consommation, puis éventuellement comment ça va influencer les projets, dont celui du REM de l'Est. C'est tout un défi, là, cette question de faire de la planification de transport actuellement avec l'incertitude sur le retour, en fait, sur la nouvelle normalité, parce qu'on a tous adopté de nouvelles habitudes, là. Je pense que c'est pas si évident comment la structure des déplacements va changer. Je n'ai pas de boule de cristal. Votre opinion, en fait, votre vision de la suite est peut-être la même que la mienne, là. C'est-à-dire, j'aurais tendance à penser à la lumière des résultats qu'on obtient de notre enquête, on en a une encore en cours, qu'il va y avoir un retour au travail, mais qu'il va être partiel et que ça va être un des legs de la pandémie. Le fait d'avoir une combinaison de télétravail et de travail en présentiel. Je dirais que la question des autres déplacements m'inquiète et moins. C'est-à-dire que je pense que ça va être moins touché. On va continuer à faire du magasinage loisir, d'où l'importance d'avoir des réseaux qui peuvent subvenir à d'autres types de besoins. J'ai une inquiétude dans l'arrière-plan qui cet étalement urbain qui me préoccupe quand même beaucoup, mais on ne sait pas exactement comment on va l'anticiper. Donc, ça se peut que la structure de demande change. Mais je pense que ça vient juste soutenir le fait que nos réseaux doivent répondre à d'autres besoins que le domicile-travail. Ça, pour moi, c'est clair. Et j'aurais quand même souhaité rebondir sur la notion de qualité de service. Vous savez que c'est un peu insupportable des fois dans des panels. Mais je trouve que c'est effectivement hyper important. Puis la notion de valorisation du temps à bord, elle est importante. Puis la qualité de service, là, c'est plusieurs composantes. Quand on fait des estimations, c'est compliqué d'avoir ça. C'est la distance de marche, c'est le temps d'attente, c'est la qualité du déplacement, c'est le nombre de correspondances que je vais avoir. C'est tous ces paramètres-là qui font que ça peut devenir compliqué d'évaluer effectivement l'attractivité d'un trajet, d'une offre, mais et tout le monde n'a pas la même perception. Fait que oui, le temps, mais des fois, le temps, on le valorise. Fait que ça se peut qu'on prenne un trajet plus long si on est en mesure de le valoriser. Comment on travaille ces aspects de qualité, effectivement, Denis? Il y avait une question qui nous venait, entre autres, là, d'une participante ou d'un participant sur le fait, exemple, de Berry-UQAM à Montréal, qui est une station qui est déjà très, très achalandée. Donc, est-ce qu'on va venir rajouter de l'achalandage et ça va créer une congestion? Donc, comment on gère effectivement tous ces petits aspects qui vont influencer sur la qualité des temps de déplacement ou la qualité des modes de transport? Bon, la première chose, c'est qu'effectivement, si les métros sont bondés, si les voitures sont bondées, on a déjà du mal à offrir une qualité de service qui est acceptable pour la grande majorité des gens. Il y a des gens qui acceptent de se faire serrer. Il y en a plusieurs qui veulent voyager de manière confortable, de manière fréquente. Donc, toute la chaîne du déplacement, chaque individu mesure chaque moment dans cette période-là et l'évalue par rapport à sa propre capacité de supporter ou de confort qu'il cherche. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on continue à avoir, et souvent on se fait poser la question, pourquoi le projet va jusqu'au centre-ville? Ça reste un pôle important, le centre-ville, d'attraction, aussi de destination, mais également d'origine, pour aller vers d'autres destinations. Donc, offrir un service qui va jusqu'au centre-ville, ça fait partie de la réflexion de dire comment on peut réduire le nombre de transferts, éviter de débarquer de mon système pour aller embarquer dans un autre. Tout ça, ça vient pénaliser l'offre de transport collectif. Donc, plus tu es capable de faire ton déplacement de bout en bout dans le même système, plus ça va être simple. Et Berry-UQAM, c'est un bon exemple. Si on crée un nouveau système qui, lui aussi, va se déverser dans Berry-UQAM, on ne va rien faire d'autre que de compliquer encore la situation qu'on a à Berry-UQAM.
Donc créer de l'oxygène sur les autres systèmes, mais là on pourrait parler de la ligne verte, on pourrait parler de la ligne orange, on pourrait parler même en partie de la ligne bleue. Ça vient juste donner de l'oxygène aux autres systèmes, et ce maillage-là permet, d'offrir des alternatives dont Catherine parlait tout à l'heure en disant faut donner aux gens la possibilité d'avoir un cocktail de solutions, là, puis je choisis là-dedans, comme un buffet chinois, je choisis ce qui me tente chaque jour, ça peut être différent d'un jour à l'autre, mais aussi de donner à tous les systèmes de l'oxygène qu'ils ont besoin. La ligne orange est congestionnée, la ligne verte elle est sur le bord d'être à saturation. Et ensuite, l'autre point, puis je pense que, juste peut-être pour revenir sur la question de la pandémie, ceux qui sont rentrés en ville ce matin à l'heure de pointe et qui ont utilisé leur auto, ils ont mis plus qu'1 heure et demie pour s'y rendre, parce que les autoroutes sont déjà toutes congestionnées. Et on est encore pratiquement tous en télétravail, en tout cas les gens qui travaillent dans les bureaux. Ça va être quoi, ce retour hybride? Il va juste faire la goutte d'eau qui va faire déborder le vase dans le temps que ça prend en auto. Dans le pire creux, je pense qu'il y avait des temps de déplacement à peu près constants sur la journée en auto. C'est fini, ça fait des mois que c'est terminé. Ça fait des mois que les heures de pointe sont de nouveau là, et donc que le besoin à long terme d'un réseau structurant, pour nous, en tout cas pour CDPQ Infra, nous, on est un investisseur à long terme. On ne calcule pas sur les 2-3 prochaines années, on calcule sur des décennies et des décennies. Moi, j'ai absolument aucune inquiétude quant au besoin d'avoir un système structurant pour remplacer la voiture à long terme. Peut-être une question un peu, je vais me faire l'avocat du diable, mais effectivement, on a beaucoup parlé des enjeux de mobilité et de transport dans l'est de Montréal. On reconnaît, je pense, pour la plupart, le besoin, effectivement, mais on ne s'entend pas toujours sur le mode de transport, les types, etc. Et donc, pourquoi c'est si difficile d'en venir à un consensus, d'arriver avec un consensus commun sur qu'est-ce qu'un bon projet, et effectivement, celui-ci est le bon projet? Donc, qu'est-ce qui fait que c'est si difficile d'arriver à ces consensus? Je pense que le transport, c'est un peu comme la santé, c'est un peu comme l'éducation. On est tous individuellement, chacun, des experts, parce qu'on le vit dans notre quotidien. On vit les écoles, on vit le système de santé, on vit le transport. Donc, ça fait de nous, individuellement, des experts. Donc, chacun a son point de vue là-dessus, et je pense que c'est correct, parce que ça permet de faire exprimer la collectivité. Ce qui est plus difficile, c'est trouver un consensus collectif sur lequel tout le monde s'entend, sans être obligé de sacrifier des éléments importants d'un projet. Donc, c'est difficile d'avoir un consensus autour d'un énorme projet. Écoutez, pour le REM de l'Est, on parle d'un projet de 10 milliards, 32 kilomètres. Ça impacte de nombreux secteurs très divers, très diversifiés, de l'hypercentre jusqu'aux friches industrielles dont je parlais tout à l'heure. Difficile de mettre tout le monde d'accord. C'est la raison pour laquelle il faut écouter. Il faut écouter, puis Jean-Jacques le disait, moi je trouve avec beaucoup de justesse, là, écouter les gens parce que c'est eux qui vivent, c'est eux qui vivent dans leur réalité chaque jour de leur secteur. Il n'y a personne d'autre mieux qu'eux placé pour parler de leur secteur. Donc, réussir à les entendre, réussir à ajuster notre projet pour qu'ils répondent à l'ensemble, c'est un défi, oui, c'est un défi, mais c'est ce qu'on essaie de relever. Jean-Jacques, vous parliez justement du taux d'acceptation de 72 %. Cette notion de consensus, vous la comprenez comment? Est-ce que c'est une utopie ou c'est quelque chose qui nous motive dans un projet comme celui-là d'aller justement en consultation pour aller chercher le plus grand consensus, ou on a un peu cette idée qu'on n'y arrivera pas? Ouais. Je reviendrai sur un premier élément que j'ai déjà un peu cité, c'est que bien souvent, on voit les gens qui sont contre qui se manifestent. Et d'avoir ce chiffre-là, c'est quand même assez réconfortant, puisque ça montre que le travail qu'on propose et le projet qu'on propose, il y a une majorité des gens qui adhèrent. Parce que je reviendrai sur les propos juste d'avant. C'est clair que chacun a son idée de son besoin. Là, ce qu'on doit définir au niveau d'un projet aussi structurant, c'est quel est le besoin collectif et qu'est-ce qu'on doit mener au niveau collectif. C'est ça la difficulté entre le besoin personnel et le besoin collectif. Donc c'est ça qu'il faut arriver à déterminer. Et quand on arrive justement au bout d'une consultation à avoir plus de 70% de gens qui manifestent en faveur du projet, ça montre qu'on est dans le vrai, que les grandes orientations les a prises. Et certains sont capables même de dire oui, c'est ce projet-là, même si leur intérêt personnel, il va être contre, parce que bien souvent on a tendance à dire chez nous, on préfère voir la station de métro dans la rue du voisin que dans sa rue. Et on est tous un peu comme ça. C'est clair qu'il y a des choses qu'on n'aime pas avoir en face de chez soi, ou on préférait avoir ça et qu'on l'a pas. Mais ça veut dire que globalement, l'idée collective, elle est portée,
et les gens adhèrent à ces choses-là. Donc ça c'est un point, relativement important et une satisfaction qui nous encourage à aller de l'avant. Parce qu'un projet, c'est quand même un projet de transport, ça reste un projet relativement long, et on a besoin aussi de ce support de la population et de ces propositions, puisque certains nous font même des cahiers d'acteurs entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils nous amènent des propositions et pour certaines, qui ont été prises en compte au niveau du projet, c'est-à-dire qu'ils se sont réunis en collectif et ils ont proposé tel type de station à tel endroit ou tel aménagement, parce que ça allait avec le développement du métro. On a parlé des modes actifs qui sont forcément portés aussi en parallèle, parce que c'est forcément le mode le plus pérenne en termes de développement durable, les modes actifs, la marche à pied, le vélo, c'est forcément des choses qu'on ne peut qu'inciter à porter, parce que en étant en collectivité, alors je ne connais pas vos modèles économiques au Canada, mais en France, en fait, il n'y a pas un système de transport public qui est bénéficiaire. On est tous déficitaires, donc on consomme chaque année un peu d'argent de la collectivité pour maintenir l'équilibre. Donc on a aussi besoin d'inciter les gens à se déplacer. Mais ça permet de structurer la ville, d'amener une évolution de la ville. Et quand on analyse, parce qu'un des éléments importants, c'est parce que la vraie question, c'est est-ce que ce projet, dans 20 ans, ça sera le bon projet? Quand on regarde les deux lignes de Toulouse, on est aujourd'hui, au bout de 15 à 20 ans, on a doublé la fréquentation sur ces lignes-là. C'est-à-dire que les gens, ils y viennent, ça devient, entre guillemets, j'allais dire, après une facilité, et ils se posent même plus la question. Donc, beaucoup de débats lorsqu'on l'a fait, la ligne. Mais une fois qu'elle est faite, en fait, c'est utilisé. Et on a fait des enquêtes au niveau des principales villes en France qui ont développé le métro. Aujourd'hui, ils sont tous à dire on a des taux de croissance qui sont impressionnants. Aujourd'hui, concevoir une ligne comme celle-là, c'est concevoir une ligne. Il faut un minima par rapport aux estimations de fréquentation à l'origine. Il faut imaginer x3, voire 4 en termes de capacité de transport. Et ça, le métro automatique, on revient un peu sur le métro automatique. Le métro automatique, il nous l'offre ça. Et il nous l'offre de façon assez facile, parce qu'une fois que le système y est, ça marche. On a fait le choix sur le tramway de mettre des tramways chez nous sur quelques endroits, j'allais dire un peu denses. On a une vraie problématique, c'est qu'aujourd'hui, plus on charge nos tramways, moins on arrive à être performant en termes de fréquence, parce qu'en fait, on a des temps d'attente qui sont plus longs, on a des problématiques de sûreté. Donc aujourd'hui, le métro, il va nous permettre de développer les villes, et on verra dans 20 ans que le choix qu'on a fait et l'itinéraire qu'on aura choisi, même s'il peut être contesté et il doit faire l'objet d'un accord avec la population, on verra qu'en fait la ville s'est développée autour, comme elle a fait au niveau des routes. Donc oui, il faut faire un bon projet, il faut qu'il soit bon dès le départ, mais le temps, s'il y a quelques petites imperfections, le temps le corrigera. Et puis mettons-le dans quelque chose qui permette aussi à la ville de se développer. Vous avez parlé, comme moi tout à l'heure, du développement urbain. Enfin, aujourd'hui, les gens qui vont acheter leur maison à 50 km de Toulouse, c'est fini en fait, c'est plus possible. Tous les gens qui ont fait ça il y a une dizaine d'années, ils sont en train de faire machine arrière, ils cherchent un appartement au centre-ville. Parce qu'ils cherchent autre chose. Et vous parliez tout à l'heure du télétravail. Le télétravail amène aussi ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on condense sa présence sur son lieu de travail sur moins de jours. Par contre, après, quand on reste chez soi, bien souvent, c'est pas pour rester chez soi au centre-ville, c'est pour aller un petit peu plus loin dans sa famille, à plus de 50 km, à 100 km, et on continue à télétravailler depuis un site qui n'est plus en périphérie de la ville. C'est-à-dire qu'on est en train de consommer aussi, j'allais dire, notre emploi du temps et les lieux dans lesquels on est de façon complètement différente. Et ça, c'est une évolution qu'il faut arriver à appréhender. Donc, sûrement des villes beaucoup plus denses avec des transports plus performants et plus capacitaires, et sûrement de la voiture demain pour, j'allais dire, des lieux un petit peu plus éloignés qu'on ne pourra jamais desservir en transport public, quoi. Oui, effectivement. Est-ce que, selon vous, juste la question sur la pandémie, je me permets de la reposer, est-ce que pour vous, il y a des choix qui vont devenir peut-être plus importants au niveau de l'interconnectivité, de l'accès à certains pôles importants, l'accès au centre-ville? Donc, est-ce que pour vous, il y a certains choix que vous faisiez par le passé qui, aujourd'hui, avec la pandémie ou le post-pandémie, vont peut-être être moins importants, d'autres plus importants? Alors, aujourd'hui, on a un peu de mal à pouvoir anticiper ce que va amener cette crise. Parce que je le disais tout à l'heure aussi, on a une consommation du transport qui n'est plus simplement dans les transports domicile-travail.
on voit nous la part de l'utilisation du transport. Chaque année, elle diminue sur ces segments-là, et c'est d'autres segments plutôt liés au loisir, plutôt liés à la famille, qui sont en train de se développer en termes de consommation. Donc, on avait déjà cette tendance-là. Je pense que la pandémie, elle va l'accélérer, cette tendance-là, mais elle y est déjà. Et donc, par rapport à cette tendance-là, ça veut dire que les horaires, il faut qu'ils soient beaucoup plus flexibles, il faut qu'ils soient beaucoup plus élargis. Donc, il faut un système fiable, sécuritaire et qui nous permette d'être modulable dans le temps. Je parlais du 14 juillet, je vais parler sûrement d'autres événements. On a quelques manifestations qui amènent énormément de gens et il faut qu'on soit capable de s'adapter à tout ça. Effectivement. Merci beaucoup. Catherine, en terminant, je repose ma question sur la difficulté d'obtenir des consensus sur des projets de transport et de mobilité. Vous êtes une experte en la matière. Donc, comment... C'est une très, très bonne question. Oui. Est-ce que je peux sortir quelques frustrations? Tiens, allons-y. Allez-y. Donc, la beauté de ce domaine, c'est que c'est un domaine hautement politisé. Fait que je ne pourrais pas passer sous les silences que certains projets sont hautement contaminés par des énoncés ou des niveau de compréhension de cette nature. La deuxième chose, on a des biais de perception. Et je trouve que la notion, pour moi, d'équité n'est pas la même que l'égalité. Je pense que toutes les voix ne devraient pas avoir le même poids dans un projet. Il y a des gens qui vont subir des impacts, il y en a qui vont en bénéficier. Et quand je parle de tenir compte des impacts collectifs, là, c'est des choses qui sont extrêmement compliquées à quantifier. Je n'amènerai pas les analyses de cycle de vie, mais quand on met un projet, il faut être capable d'évaluer les impacts à court, moyen et long terme. C'est pas trivial. Et effectivement, moi, je suis un chercheur, j'essaie de développer des outils pour soutenir la prise de décision et plus ces outils vont devenir objectifs, donc moins contaminés par quelconque perception ou impression que quelqu'un peut avoir ou quelconque autorité peut avoir, mieux on va être outillé pour discuter plus objectivement de ces retombées. Et les critères qui nous font évaluer la qualité d'un projet, c'est important aussi, les critères. Est-ce que ce sont les retombées économiques? Est-ce que c'est effectivement le temps de déplacement ou c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le coût généralisé, donc le temps perçu, la qualité perçue d'un service? Il y a beaucoup de choses qui sont compliquées. Je pense que ça amène ça amène un peu une complexité à identifier le meilleur, parce que le meilleur, bien, il y a plusieurs. C'est toujours des formes d'arbitrage qu'on va faire entre des critères d'impact sur les changements climatiques, impact éventuellement sur la santé. C'est des choses qui sont beaucoup plus compliquées à évaluer parce que c'est pas comme du jour au lendemain, on va pas l'observer. Puis dans le quotidien des gens, ça va pas non plus, ils vont pas le ressentir immédiatement. Je pense pas qu'on ressent quotidiennement les impacts de la crise climatique. Donc, c'est des choses qui sont beaucoup plus floues. La notion d'inclusivité, c'est plus flou, c'est moins quantifiable. Je trouve que ça amène une complexité. Il faut l'énoncer, cette complexité-là. Il faut travailler à la rendre de plus en plus objective. Mais c'est ce qui explique aussi pourquoi on a beaucoup de prises de position. Et chacun est en droit, heureusement d'ailleurs. Il faut les faire sortir, ces questionnements. Sinon, on ne s'en sortira pas. Là. Il faut faire sortir l'ensemble des questionnements et trouver les meilleures façons d'y répondre avec des faits probants. Merci beaucoup, Catherine. C'est un peu notre mot de la fin, parce qu'il y a effectivement encore des questions qui ont émergé de notre webinaire. Je le rappelle, ces questions seront répondues et disponibles sur le site de cdpq-monrem.com/monrem. Je vous remercie toutes et tous, Catherine, Jean-Jacques, Denis, d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir accepté quelques questions un peu plus difficiles, mais d'avoir ouvert la voie à cet échange sur la mobilité qui se poursuivra, j'en suis certain, à travers le temps. Merci toutes et tous. Au plaisir de vous retrouver prochainement. Merci. Merci.